André Gide. La symphonie pastorale. Premier cahier. « 10 mars. Notre maison est si petite que nous sommes obligés de vivre un peu les uns sur les autres, ce qui est assez gênant parfois pour mon travail, bien que j'ai réservé au premier une petite pièce où je puisse me retirer et recevoir mes visites. Gênant surtout lorsque je veux parler à l'un des miens en particulier, sans pourtant donner à l'entretien une allure trop solennelle, comme il adviendrait dans cette sorte de parloir que les enfants appellent, en plaisantant, le lieu saint, où il leur est défendu d'entrer. Mais ce même matin, Jacques était parti pour Neuchâtel, où il devait acheter ses chaussures d'excursionniste, et, comme il faisait très beau, les enfants, après déjeuner, sortirent avec Gertrude, que tout à la fois ils conduisent et qui les conduit. J'ai plaisir à remarquer ici que Charlotte est particulièrement attentionnée avec elle. Je me trouvais donc tout naturellement seul avec Amélie à l'heure du thé, que nous prenons toujours dans la salle commune. C'était ce que je désirais, car il me tardait de lui parler. Il m'arrive si rarement d'être en tête-à-tête avec elle que je me sentais comme timide, et l'importance de ce que j'avais à lui dire me troublait, comme s'il se fût agi, non des aveux de Jacques, mais des miens propres. J'éprouvais aussi, devant que de parler, à quel point deux êtres, vivant somme toute de la même vie, et qui s'aiment, peuvent rester ou devenir, l'un pour l'autre, énigmatiques et emmurés. Les paroles, dans ce cas, soit celles que nous adressons à l'autre, soit celles que l'autre nous adresse, sonnent plaintivement comme des coups de sonde pour nous avertir de la résistance de cette cloison séparatrice et qui, si l'on y veille, risque d'aller s'épaississant. Jacques m'a parlé hier soir et ce matin, commençai-je, tandis qu'elle versait le thé. Et ma voix était aussi tremblante que celle de Jacques hier était assurée. Il m'a parlé de son amour pour Gertrude. Il a bien fait de t'en parler, dit-elle sans me regarder, et en continuant son travail de ménagère, comme si je lui annonçais une chose toute naturelle, ou plutôt comme si je ne lui apprenais rien. Il m'a dit son désir de l'épouser, sa résolution. C'était à prévoir, murmura-t-elle en haussant légèrement les épaules. Alors tu t'en doutais ? Fis-je un peu nerveusement. On voyait venir cela depuis longtemps, mais c'est un genre de chose que les hommes ne savent pas remarquer. Comme il n'eût servi à rien de protester, et que du reste il y avait peut-être un peu de vrai dans sa repartie, j'objectai simplement « Dans ce cas, tu aurais bien pu m'avertir. » Elle eut ce sourire un peu crispé du coin de la lèvre, par quoi elle accompagne parfois et protège ses réticences, et en hochant la tête obliquement, « Ah, s'il fallait que je t'avertisse de tout ce que tu ne sais pas remarquer. » Que signifiait cette insinuation ? C'est ce que je ne savais ni ne voulais chercher à savoir. Et, passant outre, enfin, je voulais entendre ce que toi tu penses de cela. Elle soupira, puis « Tu sais, mon ami, que je n'ai jamais approuvé la présence de cet enfant parmi nous. » J'avais du mal à ne pas m'irriter en la voyant revenir ainsi sur le passé. « Il ne s'agit pas de la présence de Gertrude, repris-je. » Mais Amélie continuait déjà. « J'ai toujours pensé qu'il n'en pourrait rien résulter que de fâcheux. »
Par grand désir de conciliation, je saisis au bon la phrase. « Alors, tu considères comme fâcheux un tel mariage ?» Eh bien, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Heureux que nous soyons du même avis. J'ajoutais que, du reste, Jacques s'était docilement soumis aux raisons que je lui avais données, de sorte qu'elle n'avait plus à s'inquiéter, qu'il était convenu qu'il partirait demain pour ce voyage qui devait durer tout un mois. Comme je ne me soucie pas plus que toi qu'il retrouve Gertrude ici à son retour, dis-je enfin, j'ai pensé que le mieux serait de la confier à mademoiselle de la M, chez qui je pourrais continuer de la voir, car je ne me dissimule pas que j'ai contracté de véritables obligations envers elle. J'ai tantôt été pressentir la nouvelle hôtesse, qui ne demande qu'à nous obliger. Ainsi, tu seras délivré d'une présence qui t'est pénible. Louise de la M s'occupera de Gertrude. Elle se montre enchantée de l'arrangement. Elle se réjouit déjà de lui donner des leçons d'harmonie. Amélie semblait décidée à demeurer silencieuse. Je repris. Comme il faut éviter que Jacques n'aille retrouver Gertrude là-bas, en dehors de nous, je crois qu'il sera bon d'avertir mademoiselle de la M de la situation. Ne penses-tu pas ? Je tâchais, par cette interrogation, d'obtenir un mot d'Amélie. Mais elle gardait les lèvres serrées, comme s'étant jurée de ne rien dire. Et je continuais, non qu'il me restât rien à ajouter, mais parce que je ne pouvais supporter son silence. Au reste, Jacques reviendra de ce voyage, peut-être déjà guéri de son amour. À son âge, est-ce qu'on connaît seulement ses désirs ? Oh, même plus tard, on ne les connaît pas toujours, fit-elle enfin bizarrement. Son ton énigmatique et sentencieux m'irritait, car je suis de naturel trop franc pour m'accommoder aisément du mystère. Me tournant vers elle, je la priai d'expliquer ce qu'elle sous-entendait là. « Rien, mon ami, reprit-elle tristement. Je songeais seulement que tantôt tu souhaitais qu'on t'avertisse de ce que tu ne remarquais pas. Et alors, je me disais qu'il n'est pas aisé d'avertir. J'ai dit que j'avais horreur du mystère et, par principe, je me refuse au sous-entendu. Quand tu voudras que je te comprenne, tu tâcheras de t'exprimer plus clairement, repartis-je d'une manière peut-être un peu brutale et que je regrettais tout aussitôt, car je vis un instant ses lèvres trembler. Elle détourna la tête, puis, se levant, fit quelques pas hésitants et comme chancelant dans la pièce. « Mais enfin, Amélie, m'écriai-je, pourquoi continues-tu à te désoler à présent que tout est réparé ?» Je sentais que mon regard la gênait, et c'est le dos tourné, m'accoudant à la table et la tête appuyée contre la main, que je lui dis « Je t'ai parlé durement tout à l'heure. Pardon. » Alors, je l'entendis s'approcher de moi, puis je sentis ses doigts se poser doucement sur mon front, tandis qu'elle disait d'une voix tendre et pleine de larmes « Mon pauvre ami !» Puis aussitôt, elle quitta la pièce. Les phrases d'Amélie, qui me paraissaient alors mystérieuses, s'éclairèrent pour moi peu ensuite. Je les ai rapportées telles qu'elles m'apparurent d'abord, et ce jour-là, je compris seulement qu'il était temps que Gertrude partît. 12 mars. Je m'étais imposé ce devoir de consacrer quotidiennement un peu de temps à Gertrude. C'était, suivant les occupations de chaque jour, quelques heures ou quelques instants. Le lendemain du jour où j'avais eu cette conversation avec Amélie, je me trouvais assez libre et, le beau temps y invitant, j'entraînais Gertrude à travers la forêt, jusqu'à ce repli du Jura où,
à travers le rideau des branches, et par-delà l'immense pays dominé, le regard, quand le temps est clair, par-dessus une brume légère, découvre l'émerveillement des Alpes blanches. Le soleil déclinait déjà sur notre gauche quand nous parvînmes à l'endroit où nous avions coutume de nous asseoir. Une prairie à l'herbe à la fois rase et drue dévalait à nos pieds. Plus loin pâturaient quelques vaches. Chacune d'elles, dans ses troupeaux de montagne, porte une cloche au cou. Elle dessine le paysage, Disait Gertrude en écoutant leur tintement. Elle me demanda, comme à chaque promenade, de lui décrire l'endroit où nous nous arrêtions. Mais, lui dis-je, tu le connais déjà, c'est l'orée d'où l'on voit les Alpes. Est-ce qu'on les voit bien aujourd'hui? On voit leur splendeur tout entière. Vous m'avez dit qu'elles étaient chaque jour un peu différentes. À quoi les comparerais-je aujourd'hui? À la soif d'un plein jour d'été. Avant ce soir, elles auront achevé de se dissoudre dans l'air. Je voudrais que vous me disiez s'il y a des lys dans la grande prairie devant nous. Non, Gertrude, les lys ne croissent pas sur ces hauteurs, ou seulement quelques espèces rares. Pas ceux que l'on appelle les lys des champs, Il n'y a pas de lys dans les champs. même pas dans les champs des environs de Neuchâtel. Il n'y a pas de lys des champs. Alors pourquoi le Seigneur nous dit-il « Regardez les lys des champs » Il y en avait sans doute de son temps pour qu'il le dise, mais les cultures des hommes les ont fait disparaître. Je me rappelle que vous m'avez dit souvent que le plus grand besoin de cette terre est de confiance et d'amour. Ne pensez-vous pas qu'avec un peu plus de confiance, l'homme recommencerait de les voir? Moi, quand j'écoute cette parole, je vous assure que je les vois. Je vais vous les décrire, voulez-vous? On dirait des cloches de flamme, de grandes cloches d'azur remplies du parfum de l'amour et que balance le vent du soir. Pourquoi me dites-vous qu'il n'y en a pas, là devant nous? Je les sens, j'en vois la prairie tout emplie. Ils ne sont pas plus beaux que tu les vois, ma Gertrude. Dites qu'ils ne sont pas moins beaux. Ils sont aussi beaux que tu les vois. Et je vous dis en vérité que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Dit-elle, citant les paroles du Christ, et d'entendre sa voix si mélodieuse, il me sembla que j'écoutais ces mots pour la première fois. Dans toute sa gloire. Répéta-t-elle pensivement, puis elle demeura quelque temps silencieuse, et je repris, « Je te l'ai dit, Gertrude, ceux qui ont des yeux sont ceux qui ne savent pas regarder. » Et du fond de mon cœur, j'entendais s'élever cette prière. Je te rends grâce, ô Dieu, de révéler aux humbles ce que tu caches aux intelligents. Si vous saviez, S'écria-t-elle alors dans une exaltation enjouée. si vous pouviez savoir combien j'imagine aisément tout cela. Tenez, voulez-vous que je vous décrive le paysage? Il y a derrière nous, au-dessus et autour de nous, les grands sapins au goût de résine, aux troncs grenats, aux longues sombres branches horizontales qui se plaignent lorsque veut les courber le vent. À nos pieds, comme un livre ouvert, incliné sur le pupitre de la montagne, la grande prairie verte et diaprée, que bleuit l'ombre, que dort le soleil, et dont les mots distincts sont des fleurs, des gentianes, des pulsatilles, des renoncules et les beaux lys de Salomon, que les vaches viennent épeler avec leurs cloches, et où les anges viennent lire, puisque vous dites que les yeux des hommes sont clos. Au bas du livre, je vois un grand fleuve de lait fumeux, brumeux, couvrant tout un abîme de mystère, un fleuve immense, sans autre rive que, là-bas, tout au loin devant nous, les belles Alpes éblouissantes. C'est là-bas que doit aller Jacques. Dites, est-ce vrai qu'il part demain? Il doit partir demain. Il te l'a dit? Il ne me l'a pas dit, mais je l'ai compris. Il doit rester longtemps absent? 1 mois.
Gertrude, je voulais te demander, pourquoi ne m'as-tu pas raconté qu'il venait te retrouver à l'église? Il est venu m'y retrouver 2 fois. Oh, je ne veux rien vous cacher, mais je craignais de vous faire de la peine. Tu m'en ferais, en ne le disant pas. Sa main chercha la mienne. Il était triste de partir. Dis-moi, Gertrude, t'a-t-il dit qu'il t'aimait? Il ne me l'a pas dit, mais je sens bien cela sans qu'on le dise. Il ne m'aime pas tant que vous. Et toi, Gertrude, tu souffres de le voir partir? Je pense qu'il vaut mieux qu'il parte. Je ne pourrais pas lui répondre. Mais dis, tu souffres, toi, de le voir partir? Vous savez bien que c'est vous que j'aime, pasteur. Oh, pourquoi retirez-vous votre main? Je ne vous parlerais pas ainsi si vous n'étiez pas marié. Mais on n'épouse pas une aveugle. Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas nous aimer? Dites, pasteur, est-ce que vous trouvez que c'est mal? Le mal n'est jamais dans l'amour. Je ne sens rien que de bon dans mon cœur. Je ne voudrais pas faire souffrir Jacques. Je voudrais ne faire souffrir personne. Je voudrais ne donner que du bonheur. Jacques pensait à demander ta main. Me laisserez-vous lui parler avant son départ? Je voudrais lui faire comprendre qu'il doit renoncer à m'aimer. Pasteur, vous comprenez, n'est-ce pas, que je ne peux épouser personne? Vous me laisseriez lui parler, n'est-ce pas? Dès ce soir. Non, demain, au moment même de son départ. Le soleil se couchait dans une splendeur exaltée. L'air était tiède. Nous nous étions levés et, tout en parlant, nous avions repris le sombre chemin du retour.